Eh non, si, ça y est, ça remarche. Je garantis que ça va être la blague toute la journée. Je vous laisse vous installer tranquillement. Il y a encore des personnes qui sont dans la salle à côté. J'espère que vous avez profité de la petite pause. Vous inquiétez pas, cet après-midi, il y aura une pause qui sera plus longue pour ceux qui veulent pas faire le quiz. Mais en début d'après-midi, pendant la pause, on aura un petit quiz avec des cadeaux à gagner. Voilà. Plus la pause, ça sera beaucoup plus long, beaucoup plus tranquille. Et je laisse la main à... Ou pas. Hop là. Oula, le micro il marche. Alors. Est-ce que ça se passe ? Ok. Eh bien, on va commencer. Ah, je vais juste enlever mes M&M's. Non, mais sinon, je vais les manger pendant la conférence, faut pas. Bonjour à tous déjà. Merci. Il y a eu beaucoup de remerciements ce matin. Il n'y a pas eu de remerciements, en tout cas pas de ce que j'ai entendu pour D26 qui organise le SciComm. Donc merci à eux, merci à Leno qui m'a contacté aussi pour faire cette présentation. Donc plutôt super content. La dernière fois c'était dans café de la Gazette. Donc vraiment changement de décor, changement d'ambiance. C'est assez impressionnant. Donc voilà. Bonjour à tous et merci D26. Moi, j'aimerais vous parler d'un sujet assez simple finalement, qui va parler un petit peu de phishing, un petit peu de Google Workspace, un petit peu de psychologie. Plein de choses que j'ai voulu mettre en exergue aujourd'hui. Donc voilà, Reverse Phishing from Job Hunting to Org Admin. Donc le titre, il est bien évidemment un petit peu surgonflé pour que tout le monde ait envie de venir voir. Mais quand même, il y a des choses qui ont été assez intéressantes qui ont été trouvées. Juste petite information, j'ai pas le timer, donc voilà, je sais pas quand est-ce que je finis. Je dis ça juste comme ça. Ok, donc rapidement pour moi, Régis Sonnet, vous pouvez me trouver sur LinkedIn si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, si vous voulez suivre ce que je fais, ce que je dis. Ça fait à peu près un petit peu plus de 15 ans maintenant que je suis dans la cyber. Les gens de D26, c'est des copains d'école il y a très longtemps. Alors on n'est pas vieux, on a de l'expérience, c'est tout, c'est vraiment hyper différent. Au niveau des sujets de prédilection, beaucoup de phishing, beaucoup de pentest mobile, AWS, Wi-Fi. Je crois que quelqu'un va en parler juste après moi. Ça va être hyper intéressant. Voilà, pentest de manière générale. L'avantage, c'est que j'ai une double casquette. D'un côté, je suis RSSI chez Shares. Donc Shares, c'est une plateforme d'investisseurs social régulée en France. Et de l'autre côté, j'ai la casquette créateur d'entreprise de la société Horus, dans laquelle on fait uniquement des audits sécurité offensive. C'est intéressant parce que finalement, on se rend compte que des fois, avoir juste le côté auditeur sans avoir le côté on est en entreprise et finalement on voit comment ça se passe, on sait que quand il faut mettre en place les recommandations, on dit voilà, faut faire comme ça, on est assez dur, on est assez strict. Et après, finalement, quand on est dans le monde de l'entreprise, on se rend compte que mettre en place les recommandations, c'est pas aussi facile que ça. Nous, on a des fois des vulnérabilités qui sont là depuis 2, 3, 4, 6 mois, mais finalement, en fait, parce qu'il y a, par exemple, un refactoring du code qui est hyper important, alors qu'en tant qu'auditeur, on aurait dit, faut juste faire ça. Oui, bon. Donc voilà, donc c'est intéressant d'avoir cette double casquette, ça fait des bonnes journées, mais ça reste quand même assez intéressant. Hyper important, voilà, comme ça, s'il y a des gens qui veulent se servir de ça, toute existence avec toute ressemblance avec des faits, des Google Workspace, des adresses mail qui existent, ayant existé, serait que complètement fortuite, bien évidemment. Si je rajoute pas hypothétiquement dans l'ensemble de mes slides, je vous invite à le faire vous-même. Et voilà, donc on avait parlé avec Nicolas Blasco, que je remercie d'ailleurs pour ses idées, de rajouter ce petit disclaimer, on sait jamais.
Voilà, donc on va partir en trois étapes, hein. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur le phishing. Je pense que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est le phishing. On va aborder un peu un nouveau concept, et après on va voir comment est-ce qu'on peut, à partir de ces informations qu'on a réussi à récolter, comment on peut essayer de monter jusqu'à avoir les pleins pouvoirs sur un Google Workspace. Alors on pourrait très bien faire exactement la même chose sur un Microsoft ou sur autre chose. Voilà, moi je me suis spécialisé sur Google Workspace. Pourquoi? Parce que chez Shares on a un Google Workspace, donc j'avais une base de travail assez simple sous la main. Mais voilà, c'est exactement la même chose si on voulait faire du Office 365 par exemple. Euh, Beaucoup de termes existent pour parler de phishing. On va parler de phishing, on va parler de walling, on va parler de spear phishing, on va parler de kishing, on va parler de vishing, on va parler de... Voilà, je pense que vous en avez plein en tête qui existent. Pour faire simple, on va parler de phishing de manière générale. On va pas essayer de dire voilà qu'est-ce que c'est sur... je me rappelle plus lequel c'est d'ailleurs. C'est lequel c'est Angler phishing. Angler phishing, c'est le phishing sur les réseaux sociaux. Voilà, bon, on va parler de phishing, voilà, c'est juste pour que ce soit un petit peu plus simple. Donc s'il y a des ayatollahs du phishing, je m'en excuse, mais on va juste parler de phishing aujourd'hui, qu'importe d'où ça vient. Donc le phishing, bon, je pense qu'à peu près tout le monde connaît, mais qu'est-ce que c'est le phishing? Ce que nous dit la CNIL, c'est une forme d'escroquerie sur Internet dans laquelle le fraudeur se fait passer pour un organisme, gna 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 gna, dans le but de vouloir récupérer des informations à caractère personnel. Alors qu'est-ce que c'est une information à caractère personnel? Ça peut très bien être un identifiant, ça peut très bien être un mot de passe, ça peut être très bien des coordonnées bancaires, ça peut très bien être un numéro de carte vitale, etc., etc., etc. Donc ça, c'est le genre de choses qu'un attaquant va essayer de récupérer pour soit avoir un accès direct, soit avoir un accès indirect. L'accès indirect, c'est on va se servir de cette information pour faire quelque chose par la suite. On va essayer de récupérer des informations, par exemple, pour créer des faux comptes bancaires au nom de la personne. Et donc là, on a une fraude à l'identité, etc., etc. Donc ça peut vraiment, on peut aller chercher à peu près toutes sortes d'informations, et même une information sur quand est-ce que sont vos prochaines vacances, parce que, par exemple, on voudrait faire un cambriolage. Ça, c'est une information qu'on peut essayer de récupérer par du phishing, par exemple. Donc là, il y a comment dire, il y a deux exemples un petit peu. Donc Bouygues Télécom, Société Générale. De manière générale, voilà, c'est toujours assez soit alléchant. On va en parler par la suite. On va parler un petit peu de psychologie. C'est toujours un petit peu alléchant. Il y a un petit caractère urgent. Voilà, en tout cas, il y a une action à faire. Il y a une action à faire. De vous connecter sur un site, de renseigner une information, de cliquer sur un lien, etc., etc., etc. Faut partir du principe aussi que juste cliquer sur un lien, ça peut avoir des répercussions. Déjà, si vous cliquez sur le lien, on est en mesure de savoir que vous avez cliqué. C'est un peu comme le marketing, hein. Les campagnes, les plateformes de phishing, elles ont tout piqué aux plateformes de marketing. Voilà, on a envoyé un mail. Est-ce que ce mail a été reçu? Oui, non. Est-ce que le lien a été cliqué? Oui, non. Si le lien a été cliqué, ça veut dire normalement que l'adresse mail elle est valide, donc potentiellement utilisée, donc potentiellement on peut faire quelque chose après. Donc ça c'est déjà une première chose qui est intéressante. Et après voilà, comme je disais précédemment, on va essayer de récupérer des informations sur la personne que l'on essaye d'avoir. Que ce soit une seule personne si c'est vraiment ciblé, spear phishing si on veut vraiment rester dans les termes, ou phishing un petit peu global de manière générale. Le phishing, on va le rentrer dans la partie social engineering. Le social engineering, voilà, c'est ça, c'est la possibilité de faire exécuter à quelqu'un une action en lui faisant croire que ça va être quelque chose d'intéressant, quelque chose de bien, quelque chose qui va lui apporter quelque chose, alors qu'en fait, ça va nous apporter quelque chose à nous. Le social engineering, c'est encore une fois, c'est un peu la psychologie où on va essayer de défaire quelques biais cognitifs. On va en parler juste après. S'il y en a qui sont pas au fait du social engineering, il y a deux éléments qui sont hyper importants. Alors moi, j'aime bien les deux. Il y a L'art de la supercherie de Kevin Mitnick, qui est paru en
ouais c'est ça, 2002. Et il y a également Arrête-moi si tu peux, donc film avec Tom Hanks et DiCaprio, pareil, qui est sorti en 2002. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit une coïncidence, mais que ce ne soit pas une coïncidence plutôt. Mais voilà, donc ça, c'est deux éléments qui font en sorte que bah, l'auteur ou DiCaprio dans le film va essayer un peu de rentrer dans la tête des gens pour les faire réaliser des actions pour son propre compte. On va appeler ça des fois le culot. On va essayer voilà, de faire exécuter une action à quelqu'un, récupérer une information, etc., etc. Donc voilà, le social engineering, c'est vraiment la grande famille dans laquelle le phishing, en tout cas moi je le mets dedans. Si vous voulez avoir un petit peu voilà, donc social engineering, pratique de manipulation psychologique à des fins d'escroquerie. Alors attention, pas qu'à des fins d'escroquerie, il y a aussi des gens bien dans cette salle. On ne fait pas que du social engineering pour l'escroquerie, mais en tout cas, voilà, il faut garder en tête que ça peut servir. Il y a deux livres qui sont hyper intéressants. Donc, petit traité de manipulation à destination des honnêtes gens, qui va amener énormément d'informations techniques sur des projets qui ont été faits souvent dans des universités américaines sur comment est-ce qu'on peut influencer finalement le cours des gens, le cours des choix des gens. On va parler par exemple du principe du pied dans la porte. On va demander à quelqu'un de nous garder notre chien pendant une semaine. Il va nous dire non parce que c'est trop. On va lui dire ok, dans ce cas, est-ce que tu peux nous le garder pendant 2 jours? Et donc là, la personne va se dire ah oui, 2 jours, ça va, c'est mieux, etc. Et donc elle va nous dire oui. Alors que si dès le début on avait dit est-ce que tu peux me garder mon chien pendant 2 jours, on aurait eu beaucoup plus de non. Voilà, donc c'est vraiment une faculté d'amener les gens à faire ce qu'on a envie qu'ils fassent. Et le deuxième livre, alors le titre est un petit peu étrange, hein, mais comment se faire des amis, c'est finalement c'est énormément de petites techniques justement pour attirer aussi la sympathie des gens. Voilà, on va voir que en fonction des personnes, la sympathie, ça fait partie des caractéristiques qui fait qu'on va vouloir aider la personne. Quelqu'un qui est sympa, on va vouloir l'aider. Quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui est dans l'urgence. Et là, on va commencer à travailler un petit peu sur les biais cognitifs d'une personne. Les biais cognitifs d'une personne, forcément, en fonction de la personne, vont être différents. Il y en a le caractère d'urgence, ça va bien marcher. Il y en a la peur, ça va marcher, etc., etc. Et on va voir un petit peu quels sont ces biais cognitifs. Alors, je vous laisse les lire. On ne va pas rentrer dans le détail de tous ces biais. C'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, le plus important. Mais on a par exemple le principe d'autorité. Le principe d'autorité, arnaque au président. On se fait passer pour le président d'une société et on dit voilà, je suis en déplacement, fais-moi un virement. De manière générale, on va rajouter l'urgence qui est juste en dessous. Fais-moi un virement maintenant, parce que c'est hyper important. Je suis coincé dans tel pays. Fais-moi un virement pour que je puisse rentrer. La peur, voilà, fais ça, sinon t'es viré. Ça peut, voilà, il y a toujours ce côté. On peut bien évidemment en amener plusieurs à la suite. La curiosité, parce que de manière générale, les gens sont curieux. Hein. L'iPhone à 1 euro, malheureusement, ça existe. Nous, on a fait des campagnes de phishing où on disait, voilà, on nous a demandé de faire une campagne iPhone à 1 euro. Il y a des gens qui ont cliqué, ils avaient un joli message disant que c'était une campagne de phishing qui était organisée par nous, etc., etc. Et on recevait un mail derrière, alors que la personne avait bien été sensibilisée, avait bien eu l'encart, etc. Et la personne nous disait, donc ça veut dire que j'aurai pas mon iPhone? Non, tu n'auras pas ton iPhone. Mais peut-être un rendez-vous chez le RH. Donc ça va être un peu différent. Mais la curiosité, ça attire. Voilà, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, les publicités un peu putaclic sur les réseaux sociaux. Voilà, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé le 17 mai. Oui, c'est passé quoi? J'ai envie d'aller voir. Donc voilà, on essaye d'aller chercher ces biais cognitifs. La confiance aussi, on va beaucoup en parler par la suite. Mais le climat de confiance va forcément s'installer. Si moi je vous envoie un mail, vous me connaissez ni d'Ève ni d'Adam, la probabilité qu'ils soient envoyés à la trappe est assez forte. Si c'est quelqu'un avec qui vous travaillez, ou quelqu'un de votre famille, etc., que vous envoyez un mail ou un message, effectivement, il y a plus de probabilité qu'il soit à voir. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de recrudescence
de SMS ou de WhatsApp en mode oui, salut papa, salut maman, j'ai cassé mon téléphone, je t'écris depuis le portable d'un copain. Voilà, on essaye de jouer sur le caractère un petit peu confiance, un petit peu peur, etc., etc. Et bien la récompense, bien évidemment, l'iPhone à 1 € ou faites ça, vous avez 20% de réduction sur vos courses ou quoi que ce soit. Voilà, donc finalement, on va, en fonction des scénarios, essayer de mélanger un petit peu tous ces biais pour avoir quelque chose d'assez impactant. Donc ça, c'est le phishing de manière générale. On n'apprend pas énormément de choses à part les biais cognitifs, mais voilà, aussi on apprend que dans beaucoup de pourcents des cas, les campagnes de phishing sont assez mal réalisées. Voilà, on reçoit des tonnes et des tonnes de mails. Voilà, ça c'est ma boîte à gauche, ma boîte mail perso. Voilà, je reçois des mails de Chronopost alors que je ne commande jamais de choses qui arrivent par Chronopost. Donc voilà, donc je dois payer des frais de douane, je dois payer, etc. Il m'envoie il m'envoie un mail pour me demander de confirmer mon mail. C'est toujours un petit peu bizarre. Et celui à droite qui était assez joli, enfin je veux dire, à pas grand chose près je me faisais avoir, mais toi avoir un manqué messagerie vocale. Bon, enfin je veux dire c'est quand même assez clair. Alors moi j'ai répondu moi pas comprendre. Mais donc voilà, donc ça c'est le genre de campagne de phishing qu'on va pouvoir avoir un peu dans la nature. Voilà, c'est un petit peu beaucoup de choses, mais finalement ça va pas être hyper impactant. Alors qu'on peut avoir des campagnes de phishing. Nous, c'est une campagne qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça. C'était une campagne basée sur Slack. Voilà, un client nous dit, nous on a un Slack en interne, on aimerait faire quelque chose à partir de ça. Donc on a repris une invitation Slack, on a repris en bas les photos, les vraies photos des personnes qu'on avait identifiées sur LinkedIn, on avait mis les vrais noms, etc., etc., etc. Donc tout ça pour dire qu'une campagne de phishing ciblée, c'est pas ce qu'on on a vu précédemment. Donc des fois, nous, on entend les ressources humaines qui nous disent « Oui, non, mais tu comprends, si la campagne elle est trop bien faite, les gens vont tomber dedans. » C'est le but. C'est le but qui tombe dedans quand c'est des sociétés des sociétés de hackers éthiques, on va dire, qui le font. Vaut mieux que les sociétés tombent que les utilisateurs tombent dans le panneau avec ces sociétés plutôt qu'avec des personnes malveillantes. Donc le but vraiment, c'est de sensibiliser, c'est de faire comprendre comment ça marche, c'est de faire comprendre les risques, etc., etc. Donc le thème, oui, non, mais ils vont se faire avoir. Voilà, on essaye quand même de le pousser, si possible. Voilà, si on veut faire une très rapide sensibilisation pour tout le monde, qu'est-ce qu'on regarde quand on reçoit un mail? L'adresse mail de l'expéditeur, l'URL présente dans le mail, la cohérence du mail. Est-ce qu'on a commandé quelque chose sur AliExpress? Non, on n'a pas à recevoir de mail. Et les destinataires du mail, parce que des fois on voit aussi, ils s'embêtent pas à mettre en CCI. Des fois on reçoit un mail avec 56 personnes en copie et on se dit voilà, super message privé. Ouais, enfin, privé, c'est vite dit quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le nombre de campagnes de phishing, le nombre de mails de phishing explose juste ces derniers temps. Énormément de mails. On a 493 millions de mails de phishing sur le troisième trimestre 2023. Donc c'est assez important. Pourquoi? Parce que aussi envoyer un mail, ça coûte rien, hein. Ça coûte rien. On peut se dire à chaque fois, ouais, il est quand même nul son mail. Tout le monde va le voir. Il suffit d'une personne, il suffit de 2 personnes, il suffit de 10 personnes pour rentabiliser finalement l'envoi d'un mail. Donc effectivement, nous, vous, on a la connaissance finalement de ça. Pour ceux pour qui c'est un peu plus délicat, les personnes qui sont moins à l'aise avec Internet, les personnes âgées ou voilà, les personnes qui travaillent finalement pas du tout dans le secteur de l'informatique, des fois on peut se poser la question. Ou encore une fois, en fonction du biais cognitif qu'on va utiliser, la peur, par exemple, nous on avait fait une très belle campagne de smishing, phishing par SMS, pendant le Covid, en disant attention, vous avez un cas contact, faut que vous vous connectiez sur Amélie, et hop là, on avait récupéré les numéros de carte vitale. Voilà, et finalement, les personnes se sont fait avoir parce qu'ils sont venus nous voir en nous disant ah mais j'ai eu peur en fait pour mon entourage. Voilà, bingo, ça a marché. Et pourtant, c'est des personnes qui travaillent dans une société, dans une ESN dédiée à la cyber.
Comme je l'expliquais, finalement, le social engineering, qu'est-ce que c'est? C'est les attaquants qui vont approcher leur cible d'une certaine manière. Il y a un autre concept. Est-ce qu'il y en a qui ont fait la CEH ici? Tuk, tuk, tuk. Est-ce qu'il y en a qui ont fait avec Deven 6? Voilà, encore mieux. Donc en fait, il y a un concept dans la CEH, alors, moi je parle de ça d'il y a longtemps, parce que je l'ai passé il y a très longtemps, c'est le reverse social engineering. Le fait de reverse social engineering, c'est faire en sorte que la victime vienne d'elle-même chercher dans la gueule du loup, finalement. On arrive dans une entreprise, on se dit, bah voilà, ça y est, salut, je suis le réparateur informatique. Ok, si tu as besoin d'un coup de main, bah, hésite pas, je suis là. Il se passe un jour, il se passe 2 jours, on débranche un PC, on débranche une imprimante, on débranche quoi que ce soit. La personne vient d'elle-même demander de l'aide et donc est plus enclin finalement à donner ces informations. Ça, c'est hyper intéressant parce que bah, c'est un administrateur système. Ouais, il n'y a aucun problème si je tape mon mot de passe sur son ordinateur. Enfin, je veux dire, je vois pas où est le problème. Parce que, encore une fois, c'est nous qui avons fait, victimes, qui avons fait la démarche d'aller voir cette personne. Donc, bah, vu que c'est moi qui l'ai fait, enfin, c'est quand même, enfin, j'irai pas me jeter dans un piège. Un petit peu. Un petit peu. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de reverse phishing. C'est un phishing qui, bah, à la base, c'est pas nous qui allons envoyer un mail, c'est plutôt les personnes qui vont venir nous voir, qui vont venir nous parler. Donc, ouais, j'aime bien cuisiner, j'aime bien manger, et donc je me suis dit on va faire l'analogie avec une petite recette de cuisine. Donc si on veut faire du reverse phishing, un beau reverse phishing, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient? Bah, il nous faut 5 ou plus, hein, vraiment ça c'est la quantité, elle est illimitée. On peut descendre à 2, 3, il n'y a pas de souci, mais plus on a de comptes, et plus on va être en mesure de faire quelque chose d'assez sympa. Donc 5 experts en cybersécurité sur LinkedIn ou plus. Alors la cybersécurité parce que c'est quelque chose qui est assez en vogue en ce moment et c'est un sujet que je connais un tout petit peu, donc je me suis dit je vais partir là-dessus, ça sera plus simple, ça sera plus simple pour moi, mais je pense que ça peut marcher avec tous les métiers qui sont un petit peu en flux tendu à l'heure actuelle. On va prendre des noms de domaine aussi, hein. On va essayer d'aller chercher des noms de domaine assez sympas, assez proches de ce que les gens ont l'habitude de voir. On peut regarder tout ce qui est typo-squatting, voilà, changer une lettre dans le nom de domaine. Moi, ce que je préfère, c'est changer les domaines qui ont un point, par exemple, c'était assure.amélie.fr. Ben voilà, assure-amélie.fr. Ben, je vous laisse deviner à qui appartient ce nom de domaine, mais il est à moi. Voilà, donc ça peut être hyper intéressant. Une page d'atterrissage aux couleurs de Google. Comme je vous ai dit, moi je me suis concentré sur Google Workspace parce que ce que je connaissais le mieux et que c'est là où je pouvais faire le plus de tests et que finalement Google par défaut il n'est pas hyper sécurisé malheureusement. La suite Google Workspace en tout cas. Savoir identifier sa cible avec précision, donc ça on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut s'assurer que la personne elle est bien sur Google Workspace et on a bien sa bonne adresse mail, et un peu de patience et un petit peu d'audace. Donc on avait à peu près tout. La seule chose qui n'a pas été trop nécessaire, c'est la patience. Voilà, ça c'est allé assez vite, hein, on était plutôt bien. Donc des comptes experts en cybersécurité, je me suis dit pas con, je vais prendre le mien, voilà. Bon, je m'étais pas mis en open to work, sinon ça aurait été un petit peu bizarre. Mais bon, il y avait mon compte qui reçoit quand même certaines demandes de boulot, et un compte. Alors j'en ai pris un, il y en avait plusieurs, mais voilà, un de mes comptes fictifs à droite, avec pas mal d'expérience dans la cyber, open to work, et aussi, il y a ce biais cognitif de confiance aussi, c'est que c'était une femme. Ah. Et dans les ressources humaines, dans le recrutement, il y a également beaucoup de femmes, en tout cas de ce que j'ai vu comme mail que j'ai reçu. Et finalement, il y a de suite un certain lien de confiance qui se fait. Il y a je ne vais pas dire du copinage, mais en tout cas, voilà, il y a un certain lien de confiance qui arrive assez rapidement et qui fait que des fois, c'est plus facile de tromper la personne avec un profil féminin qu'avec un profil masculin.
Tac, tac, tac. Donc, les noms de domaine, hyper intéressant. Donc là, il y a deux messages qui ont été envoyés. Un qui a été envoyé sur LinkedIn comment dire, en message privé à droite et un en message public à gauche. On se rend compte que sur les messages publics, ben, on va avoir un nom de domaine qui est LinkedIn, voilà, un petit peu travaillé bizarrement. Ben voilà, est-ce qu'on ne peut pas faire du typo squatting sur ce type de domaine? Bah, pourquoi pas? Et en message privé, eh bien, on va avoir le nom complet. Donc, on va avoir le domaine complet sans avoir de modification qui est faite sur celui-là. Ben, on va se dire, OK, bah, très bien, on va jouer là-dessus. On va jouer là-dessus pour essayer d'avoir un petit peu les personnes. Donc, bah voilà, de génération de mail. Donc, on va partir du mail, du nom de domaine, pardon, que l'on veut typo squatter, que l'on veut usurper, et on va essayer de trouver un nouveau nom de domaine assez intéressant. Donc, encore une fois, ça peut être un point qui se transforme en tiret, ça peut être le doublage d'une lettre, ça peut être le fameux M qui devient un R et un N, ça peut être un I qui devient un L, etc., etc. Voilà, il y a énormément de possibilités. Bon, je ne vais pas vous dire les noms de domaine que moi j'ai utilisés en tout cas, pas forcément envie qu'ils soient grillés tout de suite. Mais en tout cas, voilà, ça c'est comment un attaquant, dans le cas d'une attaque ciblée, va s'organiser finalement. Donc on a ça. On a une page d'atterrissage aux couleurs de Google. Alors, seul truc qui était embêtant, c'est que Google a eu la super bonne idée de changer son design en plein milieu de l'analyse. Donc, il a fallu refaire une page, mais bon, ça va quand même assez vite, hein. Surtout que Google, on a juste à faire un CTRL S et finalement on a tout le code source et il est réutilisable. Donc, bon, on n'a pas pris trop de temps non plus à le refaire. Mais voilà, donc on voit que là, la personne, elle est finalement déjà semi-authentifiée. Il y a son adresse mail qui a déjà été renseignée, plus qu'à renseigner le mot de passe. Ok, super. Donc la personne, quand elle va arriver sur cette page, elle va dire ah, mon mail, ça a dû me déconnecter, comme ça le fait souvent avec Google. Ah non, c'est bon. Comme ça le fait souvent avec Google, j'ai plus qu'à rentrer mon mot de passe. Ok, c'est une super aubaine pour un attaquant. Étape suivante, on va essayer de déterminer est-ce que la société en question utilise Google Workspace, tout simplement. Si elle n'utilise pas Google Workspace et qu'on envoie une mire d'authentification Google Workspace, c'est un petit peu bête. Donc ça, tout simplement, MX Toolbox en ligne, ou alors en ligne de commande, hein, mais en tout cas là c'est visuel. MX Toolbox, on est en mesure. Shares.io, il n'y a pas de secret, je l'avais déjà dit, mais on voit bien que nos serveurs MX, nos serveurs Mail Exchange, nos serveurs de mail sont bien configurés pour binder avec la partie Google. Ok, donc cette société, Shares.io, utilise Google Workspace, en tout cas pour ses mails. Donc normalement, si tout se passe bien, elle a une mire d'authentification Google. Donc là, vous voyez, on est en train de vraiment de resserrer un petit peu l'étau, finalement, au niveau de notre attaquant. Après, un petit peu de comment ça s'appelle, waouh, je perds mes mots. Un petit peu de réflexion sur comment est-ce qu'on peut après déterminer l'adresse mail exacte d'une personne. De manière générale, c'est assez simple, hein. Ça va être le prénom, point, le nom, arrobas, le nom de domaine. Ça va être le première lettre du prénom, nom, etc., etc. Mais ça, on a des sites, voilà, qui nous disent, OK, en fonction de ce que j'ai trouvé sur Internet, j'ai la possibilité d'identifier la structure de l'adresse mail. Ok, donc là c'était par exemple sur Valeo, c'est je l'ai plus, c'est John Smith. Donc voilà, sur Valeo, c'est le prénom, point le nom, arrobas, le nom de domaine. Ok, donc là finalement on commence un petit peu à tout avoir, à avoir tous les détails qui nous ont permis de monter notre campagne.
Et la patience, ce que je vous ai dit, c'est ça, assez important. Finalement, assez rapidement, les profils en cyber qui sont à l'écoute et qui ont un beau parcours commencent à se faire repérer, commencent à recevoir des messages dans lesquels on nous dit oui, votre CV il est super impressionnant, merci beaucoup, tout ça, tout ça. On aimerait bien vous rencontrer, n'hésitez pas à nous envoyer votre CV. Pas de souci. Voilà, donc bonjour Laure, bonjour Monsieur Senet, bonjour Hi Regis. Donc on les a finalement, on les a en français, on les a en anglais. Hein. C'est plutôt sympa. Donc ce qu'on va faire, ces gens, on va échanger avec eux parce qu'ils nous proposent d'échanger. Donc nous, on est quand même sympa, on va échanger, on aime bien parler et finalement, c'est eux qui ont initié la conversation. Et c'est ça qui est hyper important, c'est que à partir du moment où ils ont initié la conversation, c'est vachement compliqué de se dire qu'il y avait un piège, parce qu'encore une fois, c'est eux qui sont allés dedans. Et pareil, il y a une espèce de dans le petit traité de manipulation à destination des honnêtes gens, il y a un concept aussi qui est un peu la théorie de l'arrêt de bus. C'est à partir du moment où on avait pris une décision, c'est vachement difficile de revenir en arrière, de revenir sur sa décision. Donc finalement, quand ils sont partis, quand ils ont trouvé le bon candidat, qu'ils disaient banco, celui-là, en plus il me répond, ce qui n'arrive pas tout le temps. En plus, il me répond, je vais y aller, je vais creuser. Et finalement, je vais ramer. Donc, à partir de là, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que voilà, derrière toutes ces personnes, toutes ces Laure, ces Isabelle, ces Marie, etc., il y avait moi, ce qui était vachement bien, mais ce n'était pas forcément ce à quoi ils s'attendaient, malheureusement. Donc voilà, donc un petit peu de mail, un petit peu d'échange. Donc ça c'est les réponses où on dit voilà, on est hyper intéressé, merci beaucoup, c'est super. Alors c'est les 3 premières réponses et à droite c'est une idée que m'avait donnée Nico de Dev6 pour automatiser la chose avec de l'intelligence artificielle. Bon, pas eu le temps de le faire et les réponses, c'était pas hyper top, mais en tout cas, voilà, l'idée, potentiellement, on pourrait automatiser ça à mort et ça pourrait être assez intéressant. Donc, on a... non, je crois qu'on revient en arrière. Non, je sais plus. Si, voilà. Donc, finalement, 45 personnes ont reçu un mail avec comment s'appelle un nom de domaine où je disais voilà, pour des raisons de sécurité, moi je vous envoie le lien vers mon drive Google. Voilà, comme ça vous pouvez télécharger le mail. Les personnes arrivent, se disent tiens, j'ai dû me déconnecter, hop là, rentre ses identifiants et accède finalement au Sésame, accède au CV. 45 personnes avec qui j'ai échangé, à qui j'ai envoyé finalement mon CV. 36 personnes ont cliqué sur le lien, assez intéressant. 24 personnes ont saisi leurs identifiants. Et 18 comptes possèdent une MFA. 24 moins 18. Voilà, donc 6 sociétés compromises, si mes calculs sont bons, 6 sociétés compromises auxquelles on a accès, identifiant mot de passe d'une personne qui se trouve à l'intérieur de la société. À partir de là, si le scénario est bien fait, on redirige vraiment vers un CV, on redirige après la personne vers son vrai Gmail, etc., etc. Ça peut être complètement transparent. Donc là, ça commence à devenir hyper intéressant parce que, hop là, on a un pied dans la porte, clairement. Voilà, donc là pour les personnes, elles ont été compromises. Ok, donc ça c'est une bonne chose pour nous, moins bonne pour elles, mais on va voir par la suite. Elles ont quand même été averties, on n'a pas été salauds. Oui, donc chez Horus on fait aussi beaucoup de design. Voilà, c'est hyper important, ça nous tient à cœur. Et on se dit à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Effectivement, à partir de là, comme je vous ai dit, malheureusement un Google Workspace, un Google d'entreprise finalement,
finalement, par défaut, il n'est pas sécurisé. Et ça, c'est vachement triste parce qu'on se dit Google, c'est un peu solide normalement. Ben, en fait, il y a énormément de moyens sur un Google Workspace d'élever ses privilèges. Et quand on fait appel à une société, parce que dans le cadre de Shares, on est certifié, qualifié par l'AMF, par l'SCPR, etc. Donc, ils nous demandent de faire des pentests qualifiés PASI. Et quand on fait appel à des sociétés PASI, on leur dit qu'ils doivent auditer notre Google Workspace. Ils nous disent bah, ok, d'accord, pas de souci, on va regarder les comptes d'administration. Ok. Sachant que la checklist de Google, c'est à peu près 90 points de sécurité. Juste regarder les comptes administrateurs, ça fait un peu léger. Mais alors je vais vous en donner 2 ou 3, je ne sais plus, mais des techniques qui permettent d'élever ces privilèges au sein même d'un Google Workspace. Il faut savoir que par défaut, alors ça c'est génial, moi j'aime toujours le mot par défaut dans la sécurité. Le par défaut, c'est à peu près la même chose qu'on a toujours fait comme ça. C'est le genre de choses qu'il faut absolument bannir. C'est que par défaut, les groupes qui sont créés dans un Google Workspace sont accessibles à tout le monde. Donc, security@shares.io par exemple, par défaut, il est accessible à toute l'organisation. Voilà, c'est la conception de base. Hein. On le voit ici. Donc, par défaut, l'ensemble des utilisateurs de la société est en mesure d'accéder aux échanges, de poster ainsi que de voir les membres du groupe en question. Donc, public, Teams, Announcement, Restricted ou Custom. Bon, Custom, on ne va pas trop en parler, mais finalement, les trois premiers permettent à n'importe qui au sein de l'organisation d'accéder au groupe de sécurité. Et c'est la création par défaut. Donc si on a un finance, machin, si on a un caché, machin, si on a un sécurité, si on a un founder, le nom de domaine, eh bien, potentiellement, toutes les personnes, par défaut, toutes les personnes peuvent avoir accès aux informations qui se trouvent à l'intérieur. Ça peut être des échanges de mots de passe, ça peut être des échanges de clés, dev, machin, ça peut être des informations hyper intéressantes, hyper pertinentes. Finalement, il n'y a que le mode restricted qui va permettre d'enlever cet élément, qui va enlever en tout cas toute l'organisation d'avoir accès au groupe en question. Donc voilà, s'il y en a qui sont sur Google Workspace, si vous avez des groupes, des alias, etc., pensez-y. Ça peut faire des petits problèmes. Donc voilà, comme je disais, finalement, il n'y a que le restricted. Donc Public Teams et Announcements Only disposent de ce souci de configuration, et Restricted, quant à lui, il est un peu plus proche des meilleures pratiques de sécurité. Alors après, des fois, ça peut arriver qu'on ait besoin d'ouvrir un groupe, pas de problème. À partir du moment où c'est su et c'est contrôlé et si possible documenté, ok, pas de souci. Mais si c'est pas le cas, là, on peut aller se balader un petit peu dans toutes les entreprises, dans tous les groupes et faire un petit peu les recherches qu'on veut dedans. Donc ça, c'était le premier point. Donc c'était récupération d'informations. On a tout simplement la possibilité de faire du phishing en interne. Hein. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans un autre un webinar, mais sur le internal phishing. Okay, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on a une adresse mail et que vous recevez, vous, un mail d'un de vos collègues qui vous demande de cliquer sur un lien? Si c'est bien amené, s'il y a l'historique de conversation avec votre collègue, ça peut être assez intéressant. Et nous, ça, on l'a déjà vu dans le cadre d'une réponse à incident où il y a une société qui s'est fait compromettre entièrement. Je crois qu'ils avaient perdu 2 ou 3 millions, parce que ils n'avaient pas de MFA, il y avait des credentials qui avaient fuité sur Internet, les gens s'étaient connectés et finalement avaient continué une boucle de conversation avec le DAF, et en enlevant les vraies personnes de la mailing list, on va dire, et finalement, au bout de 4, 5, 6 mails, au fait, pour le paiement de cette facture, le RIB, je te rappelle qu'il a changé. Boum, allez, 2-3 millions en moins, merci, bonsoir. Donc voilà, donc du phishing interne, c'est quelque chose qu'on parle assez rarement, et c'est pour ça que, on va en reparler à la suite, mais le MFA est hyper important, contournable, mais hyper important. Ça permet quand même d'éviter pas mal de compromissions de ce type. Donc on a les mails internes, mais on a également les mauvaises configurations qui existent, encore une fois, mauvaise configuration par défaut, dans Google Group, dans Google Calendar, dans Google Chat,
qui permettent éventuellement de faire des élévations de privilèges, de converser avec des gens au sein de la société en se faisant passer pour, alors qu'on ne l'est pas du tout. Dans la configuration par défaut, que ce soit un Google Workspace ou votre Google perso, hein, quelqu'un peut ajouter un événement dans votre calendrier sans que vous soyez au courant. Et cet événement, vous aurez une notification avant l'heure, vous aurez peut-être un lien à l'intérieur, etc., etc. Donc ça, c'est la configuration par défaut, que ce soit pro ou perso. C'est quand même un petit peu embêtant. Donc vous ne recevez pas de mail, mais hop là, il y a quelque chose qui pop dans votre calendrier. Et 5 minutes avant, vous allez avoir le rappel, pour peu que vous soyez un petit peu en rush. Ah, c'est quoi? C'est un Google Meet. Hop là, c'était un Google Meet. Nous, c'est une campagne qu'on a faite en interne. Donc, et elle est très très bien passée. Et le Google Meet, en fait, c'était pareil, c'était meet-google.fr, enfin, je ne sais plus exactement, mais et voilà. Et donc, les gens étaient redirigés vers une page d'authentification Google, etc., etc., etc. Et il y a un dernier élément qui est assez intéressant, c'est que pour ceux que j'ai sur LinkedIn, peut-être que vous l'avez vu, mais je parle beaucoup de MOTW en ce moment, le Mark of the Web. Mark of the Web, c'est le petit élément qui dit que le fichier a été téléchargé d'Internet. Donc finalement, il va appliquer des restrictions si c'est un fichier exécutable, si c'est un fichier de la suite Office avec les macros, etc. etc. Donc ça, qui va permettre d'éviter que le fichier exécutable s'exécute ou que la macro soit activée. Quand ça passe des mails en interne, il n'y a pas cette protection. Donc il n'y a pas cette protection. Donc un mail interne, on peut envoyer de la macro à tour de bras, on peut envoyer des fichiers malveillants qui vont s'exécuter directement, etc., etc. Donc voilà, donc ça c'est pareil, c'est assez intéressant à prendre en compte. Et voilà, et en fait, on arrive à moins de 5 minutes de la fin sur la conclusion. Donc, c'est plutôt chouette en timing. Le plus important, c'est encore une fois, voilà, c'est méfiez-vous des inconnus, même si c'est vous qui avez fait le premier pas, même si c'est vous qui avez proposé la première sucette. On ne sait pas qui c'est qu'on a derrière un réseau social, hein, LinkedIn, tout ça, etc., etc. Sensibiliser vos collaborateurs aux techniques de phishing, que ce soit par des campagnes manuelles, que ce soit par des campagnes automatiques, que ce soit par des sociétés de services, que ce soit par un alternant stagiaire ou quelqu'un en interne qui le fait et qui prend plaisir à le faire. Encore une fois, c'est hyper important. Former, sensibiliser. Et après, voilà, renforcer la sécurité d'un Google Workspace. N'hésitez pas à le faire auditer. Et Outcloud, parce qu'encore une fois, là, c'est basé sur du Google Workspace, mais c'est exactement la même chose sur du Azure ou autre. Les comptes d'administration, les partages d'informations, les mots de passe, les groupes, les calendars, les Google Meet, les Google Chats, compte d'administration, voilà. Je crois que c'est à peu près 90 tests. Je viens de finir la documentation il y a pas très longtemps, donc je suis encore dedans. Donc voilà, à peu près 90 tests. Voilà, et de manière générale, durcissez la sécurité de vos configurations. Tout ce qui est par défaut, alors, qui plus est les mots de passe, ça dégage. Et voilà, et je pense qu'avec ça, et aussi de se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai vraiment gagné? Est-ce que j'ai vraiment un tonton au Luxembourg qui m'a légué 40 millions? Voilà, c'est un petit peu, des fois, il faut prendre de la hauteur, il faut aller prendre un verre d'eau avant de répondre à un mail. Des fois, ça peut aider. Voilà un petit peu pour moi. C'est tout. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, juste avant les questions, on a un petit message à faire passer. C'est pas moi qui vais le passer, je vois pas derrière. On a un petit problème avec les parkings. Oui, ouais. Oui, bonjour. Il y aurait une trentaine de voitures garées place de l'Europe. Donc la police municipale est venue nous le signaler qu'il faut les enlever maintenant. Sinon, ils vont verbaliser. Donc la place de l'Europe, c'est celle qui se situe derrière le bâtiment en remontant vers la mairie. Donc je vous invite à aller déplacer vos voitures s'il y en a parmi vous. Personne ne bouge? Non, ça a l'air parfait. Je vois tout le monde qui se pose la question de est-ce que c'est pas eux? Derrière en face de la mairie. C'est ça, en fait, c'est pas des vrais policiers.
Bon, a priori, il y a peu de gens de l'événement. C'est très bien. Nickel. Bon, bah écoutez, on reprend alors. Faudra juste faire un appel dans l'autre salle aussi pour leur dire. Je sais pas si vous avez du son là-bas. Du coup, est-ce que quelqu'un a des questions? Là-bas, en haut à gauche, les gars. Autant marrant. Bonjour. Alors, Salut. tout d'abord, merci pour la présentation, c'était super. Et la question que je voulais poser, imaginons que tu souhaiterais proposer une prestation pour une entreprise dans laquelle tu souhaiterais utiliser le reverse phishing. Tu aborderais ça comment? Est-ce que tu vas te mettre sur LinkedIn et attendre pendant plusieurs semaines en croisant les doigts qu'ils vont te contacter ou... Si on devait proposer une prestation de reverse phishing dans une entreprise, je pense que le plus simple, c'est finalement de créer un compte, soit de créer un compte au sein de l'entreprise existant en disant voilà, machin, je suis le petit nouveau de l'entreprise, etc., etc. Ou soit c'est finalement utiliser un compte d'une personne en interne en partant du postulat que cette personne a été compromise. C'est selon moi le plus simple. Alors en plus la compromission, bah, ça peut être très bien parce qu'il n'y a pas de double authentification. Ça donc c'est un élément vraiment qui serait hyper parlant pour la direction par exemple, pour dire ok, à partir de ça on peut faire ça et donc aller beaucoup plus loin. Et encore une fois, faut vraiment garder en tête que la double authentification, ça fait pas tout, hein. Il y a des mesures qui permettent de contourner les doubles authentifications. Donc voilà, ça permet aussi quand même de ramener un petit peu de sensibilisation à la direction. Voilà. Donc ouais, je pense que soit partir d'un compte inexistant, mais je pense que ce serait quand même beaucoup moins d'impact, ou alors partir voilà, d'un compte existant en interne, et voilà, par exemple le DAF ou quelque chose comme ça pourrait être assez intéressant et assez probant. On n'en a jamais fait complètement, on en a vu dans le cadre de Forensic finalement, on n'a jamais fait entièrement. Je pense que c'est assez border, mais encore une fois, je pense que c'est vraiment comme ça que des attaquants font. Enfin, je pense pas d'ailleurs, parce que je l'ai vu, mais c'est vraiment comme ça que des attaquants font, donc voilà comment je le ferai. Ok, d'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Yes, dans les escaliers. À gauche. Alors, il y a aussi une question. Tu peux amener Maxi... Non, Marcus en bas dans l'escalier d'abord. C'est le premier que j'ai vu, désolé. Bonjour, C'est bon. Je voulais vous demander, vu que là c'est pour les entreprises et pas trop pour les particuliers, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité que l'entreprise ait un système qui check le lien avant pour juger si le lien est fiable? Par exemple, je crois qu'au CHU ils font ça. Ouais, tout à fait. Il y a des alors sur Google, il me semble que ça y est pas, en tout cas de ce que j'ai vu. Alors peut-être dans la version encore au-dessus de celle qu'on a chez Shares. Malheureusement, on n'a pas de budget, donc pas beaucoup de budget, donc voilà, on fait avec ce qu'on peut. Mais en tout cas, par exemple sur Microsoft, il y a cette notion, finalement de sas d'explosion. Donc c'est les licences Microsoft E5 de mémoire où finalement les mails qui sont les mails et des domaines, enfin plutôt les URL, les domaines qui sont inconnus vont exploser dans une sandbox pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est, si ça essaye de récupérer une information, etc., etc. Et là, ça peut vraiment juste anéantir complètement une campagne de phishing. Si elle est faite de l'extérieur, si elle est faite de l'intérieur, non. Mais là, c'est dans le cadre d'un mail. Alors que moi, par exemple, ça a été envoyé à partir de LinkedIn. Donc déjà, on enlève la protection mail. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et après, finalement, la seule protection, qu'on peut avoir, c'est s'il y a un proxy d'entreprise. Là, effectivement, si c'est en fonction du type de proxy, on va pouvoir le contourner ou pas. Ça arrive rarement. Enfin, j'en ai pas vu beaucoup depuis que je fais ça, donc j'en ai pas vu beaucoup. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Et après le nom de domaine. Bon là, c'était dans le cadre d'une présentation, donc on a essayé de faire ça un petit peu vite. C'est hyper important que ce soit dans le cadre des mails, des campagnes de phishing ou autres. C'est faire vivre le nom de domaine avant.
C'est voilà, le nom de domaine, Spam Assassin par exemple, si le nom de domaine il a moins de 30 jours, il va vous cartonner sur la note. Donc en général, nous, quand on fait des campagnes de phishing, soit on demande au client de nous whitelister, ok, soit on va demander au client d'attendre un mois et demi, que le Spam Assassin soit un petit peu moins vindicatif. Donc voilà, donc je pense que je pense qu'il y a des mesures qui existent. Mais voilà, encore une fois, les mesures par où elles arrivent, finalement, donc là, c'est pas par mail. Donc, à moins d'avoir un proxy d'entreprise et interdire les personnes de le faire en dehors de leur proxy d'entreprise, etc. C'est sur un Google Workspace, c'est assez difficile, je pense. Incroyable ce micro. Il reste 2 questions. Alors je sais qu'il y avait une question qui était là d'abord, et ensuite on en a une au-dessus, et après on va arrêter. Désolé. Je reste toute la journée dans le coin, hein, si après il y en a qui veulent discuter. C'est pas faux. Parce qu'après c'est lui qui parle en plus, c'est pour ça il est... Ouais, ça va être... Non, mais je vais parler moins longtemps, t'inquiète. Oui, c'est ma session. Alors moi j'avais une question. On a vu du coup le rapport avec les RH, mais ok. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, tu te dis lui, un employé, peut-être il est trop gentil ou etc., et tu commences à low-synth un employé, à savoir ce qu'il aime, ainsi de suite, et du coup c'est un employé qui devient du coup à tomber dans le panneau. Je sais pas du tout si c'est bien expliqué, mais... Ouais, si, mais ça c'est effectivement. Alors, moi, dans mon cas, je l'ai pas fait, mais il y a des histoires, réelles que je connais un peu. C'est que c'était une personne qui postulait pour les services, pardon, pour les services secrets, et qui prenait le train tous les jours à la même heure pour faire l'aller-retour, etc. Et un jour, il est tombé sur une dame sympa, mignonne, machin. Ils ont papoté pendant plusieurs mois. Ils sont devenus hyper proches, hyper confidents. Et un jour, il lui a dit, je vais t'avouer un truc. Je fais partie des services secrets. Boum. Et en fait, c'était une autre personne des services secrets qui lui a dit, je sais. Donc nous on l'a pas fait, mais effectivement après là il y a plus les messages, mais on voit qu'il y a des personnes, c'est des vrais gentils, Moi j'en connais, que ce soit dans les RH, dans le recrutement, mais c'est comme les métiers type je sais pas, infirmier par exemple, c'est un peu un métier passion, c'est des métiers où on veut aider, et finalement il y a cette gentillesse qui peut des fois être un peu une faiblesse quand on fait pas gaffe. Donc ouais, et après il y a aussi cette relation femme-femme qui marche bien parce que de suite ça match, premièrement, et il y a le homme-femme. Bon, moi à chaque fois je mettais pas de photos, mais pendant un temps un de mes faux comptes avait une photo d'une demoiselle un peu mignonne. J'avais du message, hein. J'avais plus de messages sur LinkedIn que sur Tinder, hein. Bon, donc voilà, ça peut, ça dépend juste si on veut aller un peu à l'essentiel. Nous, voilà, sur ça, nous, on essaie d'aller au plus vite parce qu'il y avait la conférence et qu'on n'a pas pu décaler la date du SciComm pour prendre du temps, mais sinon, en soi, ouais, c'est possible. Nickel, merci. Il me semble qu'il y avait une autre question en haut à droite, si je dis pas de bêtises, ça sera la dernière. Bonjour et merci pour la présentation. Je voulais justement revenir sur le rapport femme-femme et sur les profils féminins. C'est quoi le rapport de réponse par rapport à un profil masculin ? Faudrait que je regarde. Je pense que de toute façon, dans tous les cas, il faudrait vraiment faire des statistiques parce que dans tous les cas, je pense que j'ai eu beaucoup plus de messages de femmes qui s'expliquent très probablement parce que peut-être qu'il y a plus de femmes en tout cas,
celles à qui j'ai eu des contacts, c'était plus de femmes qui étaient dans le recrutement ou dans les RH, etc., plutôt que d'hommes. De manière générale, je pense que sur tous les profils confondus, que ce soit parce qu'il y avait quand même, à part le mien, il y avait aussi des profils masculins. De manière générale, j'ai vraiment eu beaucoup plus d'échanges avec des femmes qu'avec des hommes. Je pense que sur les 40 ou 50, il y en avait peut-être 5, 10 maximum d'hommes. Et je pense qu'on peut plus partir sur 5 que sur 10. Donc il faudrait regarder au niveau des stats. Donc j'ai tout gardé. Mais là, comme ça, je pourrais pas dire. Après, voilà, je pense que de manière générale, et sans vouloir faire de préjugés ou quoi, mais en tout cas, de mon étude, il y avait plus de femmes à qui j'ai envoyé les messages parce qu'elles m'avaient contacté. Donc forcément, l'un dans l'autre. Voilà. Et après, en termes de pourcentage, je ne saurais dire. Top, ben merci beaucoup. Dans tous les cas, tu as toute la journée, comme tu as dit tout à l'heure. Et merci. Bon. Merci.